Moi, c'est Perrine Agnew. Donc, je prépare une thèse de sociologie qui porte sur l'entrée dans la vie adulte des jeunes femmes de classe populaire dans un département rural. Donc, il s'agit d'un département rural en fait, du centre de la France, où moi-même je suis originaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le département où j'ai étudié, comme dans d'autres départements ruraux, il y a certaines spécificités. Et donc justement par rapport à ce vieillissement de la population, il se trouve que dans le département que j'étudie, pour les jeunes femmes, il y a une forte surreprésentation des emplois dans la fonction publique hospitalière et plus généralement dans le secteur sanitaire social. Donc moi, pour faire ma thèse, je suis partie de filières professionnelles de baccalauréat qui préparent en fait à ces emplois pour justement interroger comment ces jeunes femmes qui se destinent en fait finalement à rester travailler dans le coin peuvent tirer bénéfice de leur inscription locale. Alors en fait, souvent on a deux représentations un peu caricaturales en fait, des conditions de vie des jeunes femmes dans les espaces ruraux, où on va considérer soit en fait, selon une vision un peu misérabiliste qu'il y a un piège en fait, de l'espace rural où elles seraient enfermées, isolées, ou au contraire que ces jeunes femmes-là, elles seraient dans des conditions où il y aurait un esprit de solidarité, d'entraide particulièrement fort, et du coup elles bénéficieraient en fait, fortement de leur ancrage local. En fait, moi, ce qui est ressorti en fait, dans ma thèse, où je travaille donc sur des femmes qui sont toutes globalement issues du milieu populaire, c'est que ça dépend fortement en fait, des ressources à leur disposition. Et donc, ces ressources-là vont influencer leur rapport à l'espace. Donc là, c'est là que j'ai mis en évidence trois pôles différents, donc, vers lesquels se rapprochent les différentes enquêtées. Donc, il y a le premier pôle, ça va être celles qui vont être les plus dotées, donc, qui vont aussi souvent faire des études supérieures par la suite. Donc en fait, ces jeunes femmes-là, c'est elles qui ont le plus de ressources localement, qui sont le plus intégrées en fait, dans les sociabilités, qui ont une grande partie aussi de leur famille à proximité. Elles vont en bénéficier, par exemple, pour trouver des petits boulots d'été qui sont les mieux rémunérés. Mais donc elles vont décider de partir vers la ville universitaire, souvent la plus proche, pour poursuivre des études supérieures. Et en fait, elles, ce qu'elles veulent ensuite, c'est retourner travailler souvent sur leur territoire d'origine. Ensuite, il y a un second profil. Donc là, ça va être les jeunes femmes qui, directement, en fait, après le secondaire, vont parfois passer un autre diplôme complémentaire. Donc là, moi, comme je travaille sur le secteur sanitaire social, beaucoup, c'est souvent d'être soignante. Et ensuite, donc, vont rapidement chercher à s'installer localement, à se stabiliser. Donc là, elles bénéficient aussi pour ça des ressources familiales, même si elles sont un peu moins importantes, donc celles du premier pôle que j'ai présenté. Et le troisième en fait, groupe va être constitué de celles qui ne bénéficient pas justement de ces ressources-là. Et là, en fait, le fait de vivre dans un espace rural va aussi pour elles constituer véritablement là plus que l'image en fait, du piège, parce que par exemple, elles n'auront pas les moyens de se financer le permis de conduire et une voiture. Donc pour trouver de l'emploi, ça va devenir assez compliqué. De la même façon, le secteur sanitaire demande une forte disponibilité temporelle, on en parlera peut-être un peu au début en fait, de carrière. Et en fait, elles ne peuvent pas s'adapter, en fait, elles n'ont pas les ressources justement pour être flexibles, donc elles ont beaucoup de mal à trouver un emploi dans ce secteur-là. Et donc du coup, là, ces jeunes femmes veulent souvent partir souvent en ville, mais n'ont pas toujours les ressources en fait, pour justement effectuer cette mobilité. L'interconnaissance va en quelque sorte venir un peu accentuer en fait, ces inégalités, puisque finalement, alors comme je disais, les premières bénéficient davantage de réseaux pour trouver des petits boulots, etc. Les secondes, elles ont souvent aussi, celles qui sont plus installées, elles ont souvent des membres de leur famille, par exemple, dans le secteur, donc elles vont avoir des informations sur les bons emplois, les bons établissements, alors que celles qui sont les moins favorisées, elles vont aussi subir une mauvaise réputation. Donc ça peut être aussi bien les jeunes mères qui vont être stigmatisées comme assistées, ou celles qui vont rester en fait, vivre chez leurs parents et qui sont un peu vues en fait, comme des fainéantes qui ne veulent pas vraiment chercher à s'insérer sur le marché du travail. Et donc le fait de ne pas bénéficier de ces réseaux, de la mauvaise réputation, va encore aussi accentuer en fait, et ce désir de partir aussi de là. Déjà, il y a une première chose,
c'est que donc ces choix-là sont aussi en fonction de l'espace des possibles qui est aussi géographiquement situé. Donc là on retrouve un peu une dimension spatiale en fait, de la socialisation. Donc déjà il y a la question tout simplement de l'éloignement en fait, des lieux universitaires qui engendrent des coûts financiers importants. Donc pour faire ses études, forcément ça suppose un déménagement, le financement d'un logement, etc. Mais il y a aussi en fait, le fait que ces jeunes femmes, en fait, elles font leurs projets d'orientation, on leur demande de faire des projets d'orientation, des projets professionnels, mais ça c'est dans un espace des possibles autour de ce qu'elles connaissent en fait. Et forcément c'est influencé donc, par l'environnement, par leur entourage. Sachant que aussi, donc moi j'étudie des filières professionnelles de Bac Pro, et en fait ces filières-là, elles sont surreprésentées aussi dans le département parce que justement il y a des débouchés derrière. Donc dans le département où justement il y a une population vieillissante, on va essayer, aussi bien les familles que les conseillers d'orientation, essaient d'orienter en fait, les jeunes femmes vers ce secteur en se disant voilà, ce sera un débouché assuré pour elles plus tard. Et donc elles sont fortement en fait, incitées, en raison souvent de résultats scolaires donc, qui sont considérés comme insuffisants pour aller en filière générale, à s'orienter vers ces voies-là. Pour les études supérieures, moi j'ai fait quelques observations aussi en lycée et dans des événements d'orientation. Donc souvent, en fait, on leur présente le supérieur comme les BTS aussi qui sont en lien du coup avec leur formation et qui sont aussi présents parfois directement dans leur établissement. Mais en fait, tout ce qui est université leur est directement présenté comme inaccessible. Donc il y en a certaines en fait, qui font quand même un cursus directement universitaire. Mais globalement, en fait, il y a un taux d'échec en fait, qui est assez important, ce qui fait qu'en fait, les enseignantes relayer ce discours-là, qui va encore dissuader d'aller vers l'enseignement supérieur. Donc c'est essentiellement le BTS. Par contre, dans un second temps, il va falloir justement s'éloigner aussi pour poursuivre après le BTS. Donc là, ça va être soit des écoles qui préparent souvent dans le secteur social, paramédical. Mais j'ai quand même, parmi la cinquantaine de personnes que j'ai interrogées, il y en a 2 qui ont poursuivi ensuite, qui ont raccroché licence et là qui sont en master professionnel. Donc les poursuites d'études supérieures existent, elles sont rares, mais elles existent. Plusieurs éléments, mais l'élément principal en fait, c'est la question du marché du travail en fait. Puisque les emplois féminins, et donc là je vais parler moi, de ce que je connais, donc c'est des emplois des secteurs sanitaires et sociaux, sont dans des conditions plus dégradées en fait, que les emplois masculins. Donc ça se marque aussi bien donc, pour l'emploi d'aide-soignante qui est présenté comme l'emploi en fait, stable et le débouché en fait, assuré. Ça va se manifester par un temps qui est relativement long en fait, pour accéder au CDI ou à la titularisation dans la fonction publique hospitalière. Ce qui fait que durant cette période-là aussi, donc en plus des horaires qui sont traditionnellement décalés dans ces emplois-là, les jeunes femmes vont être appelées en fait, au dernier moment pour venir remplacer leurs collègues ou qui sont absentes. Et en fait, elles ont des conditions de travail donc, qui sont relativement difficiles, qui sont relativement mal rémunérées. Et aussi, donc, par exemple, les problèmes de santé en fait, sont déjà assez fréquents en fait, et j'ai été étonnée de ça pendant mon enquête. Ce qui fait que dès qu'elles ont un souci de dos, ça peut justement casser en fait, cette carrière envisagée dans le milieu hospitalier. Donc il y a déjà ça, donc le marché du travail qui est plus défavorable aux femmes. Ensuite, il y a la question des liens de solidarité qui sont liés aux sociabilités locales. Et elles peuvent moins compter sur des réseaux amicaux ou des réseaux qu'elles auraient construits dans le cadre d'engagements associatifs, parce que ces engagements sont moins visibilisés et aussi parce qu'elles n'ont pas vraiment en fait, le temps à investir dans l'associatif. Ensuite, il y a le fait aussi qu'elles sont du coup plus dépendantes des ressources de leur conjoint. Donc ça, en fait, dans le département que j'ai étudié, il y a un phénomène assez intéressant, mais qui se retrouve dans d'autres départements ruraux, parce qu'en fait, les femmes à même origine sociale vont davantage en fait, faire d'études supérieures que les jeunes hommes. Ce qui fait que pour les jeunes, comme il y a une très faible offre d'enseignement supérieur dans ce département-là, on va avoir une surreprésentation des hommes par rapport aux femmes. Donc, par exemple, pour les 18-25 ans, on a un peu moins de 8 femmes pour 10 hommes.
Donc en fait, les jeunes femmes, elles se retrouvent dans une position plutôt favorable sur le marché matrimonial, et ça va se manifester aussi par le fait qu'elles sont en couple avec des hommes qui sont plutôt dans des situations stables, parfois plus âgés qu'elles. Et il y a plusieurs enquêtés qui vivent en fait au domicile de leur conjoint qu'il avait acheté en fait, avant la mise en couple, ou qu'il a hérité de sa famille, où il y a beaucoup de conjoints agriculteurs aussi, donc, qui vivent en fait, sur la propriété familiale, et du coup elles sont assez dépendantes en fait, des ressources de leur conjoint. Enfin voilà, il y a énormément en fait, quand même de solidarité, mais en fait si on met en regard des solidarités qui ont pu être mises en évidence par Benoît Coquart par exemple, on peut remarquer qu'elles sont très fragiles parce que justement en fait les amitiés féminines sont relativement peuvent être distendues par plusieurs facteurs. Donc il y a d'abord le travail salarié qui doit passer avant tout pour beaucoup d'enquêtés. Et du coup, le fait de se montrer flexible pour le travail, ça fait qu'on a moins de temps aussi à consacrer pour dépanner ses amis. Donc il y a cette question du travail salarié. Il y a aussi énormément de travail gratuit au bénéfice de sa propre famille. Donc là, en l'occurrence, quand elles sont un peu en rupture avec leur famille, c'est pas le cas, mais sinon il y a énormément d'échanges de services. Et en fait, il apparaît un peu comme normal que la famille passe avant les amis. Ensuite, il y a un autre élément, donc c'est la question de la mise en couple. Il y a plusieurs études qui montrent que quand les jeunes femmes se mettent en couple, en général, les sociabilités du couple vont plutôt se diriger vers le groupe d'amis de l'homme plutôt que celui de la femme. Et donc, encore une fois, ça peut distendre en fait, les liens des jeunes femmes avec leurs amis. Donc, elles vont toujours pouvoir maintenir, bien sûr, des liens par exemple via des réseaux sociaux ou des rendez-vous plus ponctuels. Mais il n'y a plus cette amitié quotidienne et ces échanges en fait, quotidiens de service parce que c'est partagé le fait que avant tout c'est la famille et le conjoint qui doit être prioritaire pour justement tous ces services. Celles justement qui sont en rupture avec leur famille, la plupart du temps, en fait, les ressources, elles les trouvent dans leur belle famille. Donc ça va être les ressources du conjoint, les ressources de la belle famille, mais bien sûr, en fait, il y a le problème que ces ressources en fait, sont fragiles parce qu'elles sont conditionnées aussi au fait que le couple continue. Et ça peut potentiellement créer aussi des relations asymétriques, voire des situations de violence, parce que du coup, les jeunes femmes vont se retrouver un peu parfois enfermées dans une relation où elles sont très dépendantes matériellement. Les femmes reçoivent, on pourrait dire, des injonctions un peu contradictoires. Parce que donc, d'une part, il ne faut pas qu'elles montrent leur probité, il ne faut pas qu'elles aient trop de partenaires sexuels pour montrer qu'elles sont bien respectables. Mais il y a aussi donc, un idéal de conjugalité qui est assez fort et qui se retrouve aussi dans le fait que le célibat est parfois très durement en fait, vécu par celles qui n'arrivent pas en fait, à trouver de conjoints qui leur correspondent. Et donc cet idéal en fait, de conjugalité qui en fait, aboutirait à la famille donc avec la maternité et l'installation, l'accès à la propriété, semble être un horizon en fait, qui est globalement communément partagé par les jeunes femmes sur lesquelles j'ai enquêté. Donc en fait, ces jeunes femmes-là, elles doivent d'une part ne pas avoir trop de partenaires, mais aussi tester un peu leur valeur sur le marché matrimonial, montrer en fait et se prouver à elles-mêmes en fait qu'elles peuvent plaire et potentiellement à terme s'installer. Ensuite, donc, ces injonctions, elles ne pèsent pas sur toutes les jeunes femmes de la même façon. Il y a en particulier auprès de celles qui ont les plus de ressources et des étudiantes, la diffusion en fait, aussi de certaines idées selon lesquelles les hommes et les femmes, il n'y aurait pas de raison qu'ils n'aient pas le même nombre de partenaires, qu'ils n'aient pas les mêmes opportunités de faire des expériences sexuelles. Et du coup, il y a certaines enquêtées, aussi celles dont j'ai été le plus proche, qui m'ont confié qu'elles voulaient profiter aussi de leur jeunesse et avoir différentes expériences avant de se poser, de s'installer avec un conjoint et de stabiliser. Ça reste toujours l'horizon en fait, l'horizon final.
Et donc ces normes-là, en fait, si elles concernent surtout les plus favorisés, c'est aussi parce que, en poursuivant leurs études en particulier, elles peuvent reporter un petit peu justement le passage à l'âge adulte et profiter un peu, comme elles disent, de leur jeunesse en justement privilégiant à la fois donc, le travail scolaire, puis ensuite l'installation professionnelle. Et dans ce cas-là, un conjoint pourrait représenter des contraintes, par exemple à leur mobilité. Et du coup, elles vont dire aussi que pour ça, elles préfèrent ne pas s'engager dans une relation sérieuse et avoir plusieurs expériences. Et ça va être davantage légitime que d'autres qui auraient moins de ressources.